Il fascine, inspire et intrigue, le chamanisme est la première tradition ancestrale des hommes. Diabolisé par la religion et longtemps interdit aux peuples qui le pratiquent, le chamanisme sort aujourd'hui de l'ombre pour nous transmettre nombreux messages. Je suis alors allée à la rencontre de Laetitia Merli, réalisatrice, thérapeute et anthropologue, spécialiste du chamanisme mongol, pour en savoir un peu plus sur cette pratique qui habite tous les continents depuis des millénaires. Bonjour à tous, aujourd'hui une interview que depuis longtemps je voulais faire. Je suis avec Laetitia, enchantée Laetitia. Bonjour. Laetitia Merli, donc, qui est réalisatrice, anthropologue, thérapeute, qui est spécialiste du chamanisme mongol depuis les années 90 pendant ses études d'anthropologie. Tu as exploré le chamanisme, tu as fait des films en Mongolie, des documentaires. Et je voulais voir aujourd'hui avec toi, qu'est-ce que le chamanisme? Parce que les gens, on a beaucoup d'a priori sur ce qu'est le chamanisme, mais qu'est-ce que c'est en fin de compte le chamanisme? Oui, alors on peut dire déjà qu'il y a plusieurs chamanismes. Hein, c'est toujours au pluriel quand on en parle comme ça, parce que on va dire qu'il y a des chamanismes différents, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amazonie, etc. Donc moi je connais surtout le chamanisme nord-asiatique, Mongolie, Sibérie. Et on va parler là d'un chamanisme à tambour. Parce que si on parle de chamanisme plutôt en Amazonie ou ailleurs, on pourra parler de chamanisme avec prise de psychotropes. Et là, sur la Mongolie et la Sibérie, donc c'est un chamanisme au tambour. D'accord. Donc c'est la transe du chaman qui est induite avec le tambour. Et le chaman est un intercesseur, un intermédiaire entre le monde visible de ses clients, de ses patients, hein, des humains qui viennent le voir, et un monde autre, invisible, qui est celui des esprits, des ancêtres, des entités. Donc en fait, le chaman, par son action, va accéder à une communication avec les esprits, soit en allant dans leur monde, soit en les appelant dans ce monde-là, pour négocier la chance, la bonne fortune, la guérison, tout ce qui peut aider les patients, les humains qui sont là et qui lui en font la demande. Donc il y a vraiment ce rôle-là d'intercesseur, de demander en fait. Hein. Souvent les chamans, la première chose que les chamans disent à leurs clients, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux demander aux esprits, qu'est-ce que tu veux, quel est ton problème. Et c'est là que le chaman va pouvoir réparer dans un premier temps. Il y a vraiment en mongol cette idée de réparation et d'appel des esprits pour ramener la chance et la bonne fortune. Et donc c'est par la transe que le chaman va accéder au monde des esprits et donc par le voyage au tambour. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement ces voyages au tambour? Parce que bon voilà, on voit, on a déjà vu voilà, des chamans qui partent dans cette transe avec leur tambour, avec le son du tambour. Mais c'est quoi finalement les effets thérapeutiques de ces vibrations, qu'est-ce que cela symbolise en fait dans ces traditions-là? Bon, là aussi, il y a deux choses différentes, parce que du coup, si on parle de voyage au tambour, c'est vraiment Michael Harner et c'est du chamanisme moderne. C'est du chamanisme essentiel, comme on dit, du core shamanism, c'est-à-dire dépouiller des contingences culturelles et vraiment un chamanisme qui serait structuré avec les aspects les plus importants et qui serait du coup reformaté comme un chamanisme universel. Voilà, prenant tout ce qui fonctionne et tout ce qui est important. Mais si on parle du voyage au tambour du chaman, bah là, dans les sociétés traditionnelles, en principe, c'est le chaman qui fait son voyage. Et la transe, elle ne s'applique que au chaman. Donc ça ne va pas être une transe thérapeutique, dans le sens où il va mettre ses patients en transe. Non, c'est lui qui, pendant cette période
d'appel au tambour. Enfin, justement, on parle d'appel. Hein, c'est parce qu'avec son tambour, il appelle les esprits. Contrairement Donc, à l'autre forme de voyage où on est allongé. Donc, dans un autre voyage plus dans un chamanisme moderne, là, clairement, c'est le patient qui va être allongé et qu'on invite à vivre cette transe au tambour. Le chaman traditionnel va utiliser les vibrations aussi sur le corps de ses patients. Voilà, donc il y a quand même l'aspect vibratoire. Il est aussi un peu en transe, forcément, hein, puisque le chaman joue du tambour sur la personne. Mais il n'est pas censé rencontrer lui-même les esprits. Hein, ça, cette mission-là, elle est donnée seulement au chaman. D'accord. Okay. А вот туда сразу вот земля, вот ложитесь, катайтесь по земле. Как кошка. Кошка. Ага, тянитесь, целуйте землю. Donc en fait, les gens vont voir un chaman dès qu'il y a un désordre, dès qu'il y a un problème, soit des accidents à répétition, où on peut se dire, bon, là il y a peut-être un mauvais sort, soit des épidémies dans le troupeau, soit une maladie, soit une malchance un peu, voilà, que la personne perçoit en disant, bon, ça, voilà, c'est peut-être pas normal, et puis tout simplement pour réussir dans une démarche, dans un projet, hein, pour avoir la bonne chance pour les études, pour une opération, pour... Voilà, pour des projets différents. C'est un peu plus qu'un docteur, en fait. Voilà, alors c'est pour ça que ça ne se réduit pas seulement aux guérisseurs. Hein, c'est pas de la thérapie pour le corps. Hein, c'est déjà le corps et l'esprit. Et c'est très important, cette notion de chance. Hein, ce que le chaman demande aux esprits, c'est vraiment la chance, la grâce, la prospérité, mais dans le sens abondance, guérison. Mais on peut guérir l'amour, le portefeuille, le corps. Donc on travaille sur tous ces aspects-là. Hein, sur l'argent, sur les études, sur l'amour, sur la santé. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement en Occident, on n'est pas un peu témoin de gens qui veulent devenir eux-mêmes chamans? Et donc, qu'est-ce que, à ton avis, qui justifie cet engouement qu'il y a en Europe envers ces traditions-là, où là, on va plus voir un chaman, mais on essaie de devenir soi-même un chaman? Oui, voilà, c'est le grand malentendu, un peu depuis le début des années 2000, on va dire, où les gens qui allaient voir des chamans, c'était pas forcément pour régler leurs problèmes, mais c'était pour expérimenter un état de transe. Donc déjà, il y avait ce malentendu avec les chamans traditionnels qui ne comprenaient pas pourquoi les gens ils expérimentaient ça, parce que pour eux, c'était que eux qui faisaient ça, et c'était leur mission à eux. Et dans les sociétés à chamans, les gens n'auraient même pas l'idée de vouloir entrer en transe, en fait, hein, puisqu'ils trouvent que c'est dangereux, que c'est pas approprié, ils n'ont pas le don ou la lignée héréditaire. Donc les chamans se sont retrouvés face à un nouveau public, à une nouvelle clientèle qui arrivait avec des attentes un peu biaisées. Voilà. Mais parce qu'il y a vraiment cette idée d'expérimenter quelque chose, et c'est là où ça a commencé à se transformer, où le chamanisme maintenant... c'est cette transe au tambour qui devient thérapeutique, hein, parce qu'on a gardé du chamanisme que le chaman se soigne au départ, au début de son initiation, et qu'il devient, c'est comme ça qu'il devient chaman, aussi par expérience et tout ça. Et donc il y a plein de gens qui ont eu envie de se soigner en vivant eux-mêmes cette initiation. Donc, ce qui n'est pas complètement faux et idiot, parce que justement, cette transe, elle peut être thérapeutique. Hein, ça a déjà été étudié, on peut voir ça avec l'hypnose, avec la méditation. Hein, c'est le fait de redescendre à un niveau un peu de reset général, qui
fait que la personne va pouvoir accéder à des nouvelles ressources, va pouvoir réécrire des schémas pour ne pas répéter toujours les mêmes scénarios, justement, ne pas répéter toujours les mêmes schémas, sortir un peu des problèmes en boucle et de se donner l'autorisation et de mettre son cerveau dans une nouvelle configuration pour adopter de nouveaux schémas. Donc voilà, la transe, bien sûr, est thérapeutique. Et aujourd'hui, on parle de chamanisme comme d'une technique, puisque finalement, on va parler de connexion à la nature, de connexion à soi, d'états modifiés de conscience, dans lesquels la personne va avoir accès à de nouvelles ressources. Donc on peut parler d'imagination, tout simplement aussi. En principe, cette transe, voilà, elle emmène sur un monde parallèle, un monde autre, un monde invisible. Mais ça peut être aussi tout simplement un accès plus direct à la conscience, une conscience élargie pour avoir accès à plus de possibilités. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce chamanisme moderne, on va dire occidental, qui se développe un peu partout. C'est devenu assez banalisé de parler de chamanisme, etc. Parce qu'il y a vraiment cet aspect utilisation d'une technique qui a évolué, qui s'est dépouillé un peu, voilà, de tout ce qui pouvait être folklorique, culturel, même religieux, du coup, parce que on peut en parler comme d'une technique psychocorporelle, au même titre que l'hypnose thérapeutique. Voilà, pourquoi on parle de l'hypnose, parce qu'en fait, dans cet état modifié de conscience, on peut parler de narration, on peut faire des suggestions, la personne peut partir dans des visions, comme du rêve éveillé, des choses comme ça qui vont apporter des réponses à ses problèmes, qui vont lui donner de nouvelles pistes. Quand il joue au tambour et quand il chante, il explique, il raconte cette histoire du voyage. Il traverse les montagnes, il rencontre les esprits, il parle avec les esprits. Donc il peut faire plusieurs voix. Il y a des moments où il parle, et puis il y a des moments où il fait la voix des esprits. Voilà, en Mongolie, c'est comme ça. Quand le chaman chante avec son tambour, il raconte le voyage qu'il est en train de vivre pour aller résoudre le problème qu'il lui a été demandé de résoudre. Et aujourd'hui, en Mongolie, c'est encore très bien perçu d'aller voir un chaman. C'est encore conservé, ça cette c'est même complètement renouvelé. Parce que ça a été interdit pendant toute la période communiste. Et donc c'est, on va dire, de la fin des années 30 à la fin des années 90, enfin milieu des années 90, c'était complètement interdit. Voilà, donc ça a commencé à reprendre au début des années 90 et puis à vraiment se développer fin des années 90. D'accord. Voilà. Donc c'est en plein essor maintenant. Ça a été le début des années 2000, plein essor, et puis maintenant c'est complètement réinstallé, réintégré à la société de façon durable, pérenne. Il y a eu un grand boom, et puis après ça s'est stabilisé, et aujourd'hui il y a plein de jeunes chamans, justement, parce que les vieux, il n'y en a plus. Il y a le renouveau. Du tout, il y a le renouveau, il y a la relève, il y a des gens qui ont été initiés par des anciens, et puis après qui ont initié les plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Europe, qui participent à des festivals, qui organisent des stages. Il y a vraiment cette ouverture générale et on va dire là aussi banalisée, quoi. Et voilà, on peut parler de chamanisme comme d'un stage de yoga. Ça sort des frontières. Voilà, c'est devenu un truc. On parle d'un stage de voyage au tambour, comme d'un stage de méditation. Est-ce que ça désacraliserait pas un peu quand même la tradition, ou du fait qu'il puisse y avoir des personnes qui puissent se l'approprier ou quoi, est-ce que ça ne dénaturerait pas la tradition en elle-même ? Après, les chamans eux-mêmes, ils voulaient ce changement-là. D'accord. Ils l'ont eux-mêmes
demander, puisque justement on passait d'une perception du chamanisme qui avait Oui. été décriée, dénigrée. Comme le diable. Voilà, Ouais. c'était vraiment la religion diabolique, c'était archaïque, c'était vraiment pour les attardés, des pays vraiment sauvages, etc. quoi. Donc pendant des années, ils ont eu cette image-là d'eux-mêmes, ils se cachaient, bon c'était interdit et tout ça pendant la période communiste, mais voilà, il y avait ce côté un peu... voilà, reculé, quoi, on n'en parle pas trop, c'est dans les campagnes, etc. Puis après, quand ça a été le renouveau, c'est plus des intellectuels de la ville qui l'ont revendiqué vraiment comme un marqueur identitaire et culturel. Donc c'est devenu quand même quelque chose de revalorisé. Voilà, ça a été revalorisé au niveau de la culture et vraiment de la culture populaire. Et donc les gens ne sont plus cachés et n'avaient plus honte, on va dire. Il y avait une petite gêne à dire que les gens étaient chamans. Et puis voilà, après ça s'est complètement ouvert. Ça c'est pour la Mongolie. Mongolie, Sibérie, République de Touva et tout ça, c'est un peu les mêmes histoires. Et ce qui arrive en Occident, bah du coup oui, c'est complètement désacralisé, mais bon, en même temps... Une évolution aussi. Il y a une évolution, parce que même les chamans traditionnels disent depuis les années 2000, depuis que je vois des Occidentaux se faire initier et tout ça, les chamans disent mais vas-y, tu feras à ta manière. Ah oui, ouais. Ah, c'est Libre là en après. Mongolie on fait comme ça, de toute manière c'est en mongol avec des esprits mongols, mais dès que tu vas arriver en France ou ailleurs, de toute manière tu vas faudra que t'adapter. tu adaptes avec Ouais. les esprits de tes montagnes de chez toi, Ok. ça sera dans ta langue. Donc déjà il y a vraiment cette ouverture. Le chamanisme n'est pas dogmatique, n'est pas une religion avec c'est ça. des textes écrits. C'est oral. Donc c'est oral et puis ça passe par l'expérience vécue. C'est chaque chaman qui réinvente sa propre pratique par rapport à ce qu'il a expérimenté dans la transe, par rapport à ce qu'il a expérimenté dans son contact avec des entités. Voilà, chaque nouvelle expérience écrit l'histoire du chaman. Qui est après propre à lui-même. Voilà. Et toi alors, en tant que thérapeute, tu as réécrit toi aussi ta manière de mettre en pratique tout ce que tu as observé, tout ce que tu as pu voir, et aujourd'hui en tant qu'hypnothérapeute, sophrologue, qu'est-ce que tu proposes toi à tes patients? Oui, alors moi c'est vrai qu'après 20 ans d'anthropologie, j'ai eu besoin quand même d'aller un peu plus loin. Voilà, j'étais un peu retenue par l'anthropologie, même si j'étais dans l'observation participante, en immersion sur le terrain. Voilà, j'ai fait 20 ans de terrain, j'ai vécu avec de nombreux chamans. Mais voilà, j'étais toujours assistante, observatrice, cliente, patiente, voilà. Et puis, il y a un moment quand même, je suis devenue moi-même thérapeute, donc sophrologue et hypnothérapeute. Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai suivi des initiations en France. D'accord. Parce que du coup... Comme quoi c'est accessible en France. C'est accessible, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, j'avais pas dans l'idée de devenir chaman et encore moins chaman mongol. Mais par contre, à adopter des techniques chamaniques, thérapeutiques que je pouvais ajouter à l'hypnose et à la sophrologie, ça, voilà, je sentais bien les liens que je pouvais créer avec mes connaissances scientifiques, thérapeutiques et puis expérientielles, voilà, de vraiment ce que je pouvais expérimenter dans le corps, dans les visions, etc. Donc oui, j'ai suivi des stages, des initiations, etc. Et donc aujourd'hui, je fais un chamanisme à la Michael Harner, dans du voyage au tambour, un accompagnement thérapeutique où j'utilise des outils de connexion, on va dire, aux éléments de nature, de l'humain, voilà, et avec une dimension un peu plus spirituelle, et sans avoir forcément besoin de parler d'esprit. On peut être dans le spirituel, c'est juste un élargissement de la conscience et une prise de conscience, qu'on peut être connecté à soi et à plus grand que soi, avec la respiration, des techniques du corps, avec le tambour qui va apporter toute la dimension aussi
vibratoire, énergétique, et de travailler comme ça avec des gens, avec le voyage chamanique que j'utilise moi comme une hypnose en fait au tambour. D'accord. Voilà, Ouais, moi en j'ai complément. développé ma propre technique, pratique, quoi, que j'appelle voilà, l'hypnose au tambour. D'accord. Et je me sers du tambour comme d'une induction Ok. pour aller un peu plus profond et puis voilà, faire travailler les gens sur du transpersonnel et sur voilà, une expansion de conscience, sur des connexions à des archétypes. Voilà, on peut parler d'hypnose aussi symbolique, hein, parce qu'on va travailler sur les animaux totems, D'accord, ouais. sur les archétypes, sur une relation à son inconscient, mais voilà, en ayant accès, en utilisant des figures, des symboles, des choses comme ça. Qui nous sont propres. Oui. En tout cas, tu es disponible dans le Luberon. Oui. Et tes films sont disponibles sur Vimeo, tes documentaires. Donc si vous voulez... Oui, il y a des articles sur Internet. des Il y a articles sur Internet. Tous les films sont en accès Ouais. direct Ouais. sur Vimeo. Donc il y a plusieurs films sur la Mongolie, des films sur République de Touva, et puis un film sur le chamanisme en France. Aujourd'hui, les chamans. En tout cas, je vous conseille d'aller voir les films de Laetitia Merli, que moi en tout cas j'adore et que maintenant je suis depuis quelques temps. Merci Laetitia pour cet échange Merci Sylvana. et à très bientôt. Ouais, à bientôt.